Gustavo, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle crise de la dette émergente? On a l'Argentine qui est dans l'œil du cyclone avec une dépréciation de plus de 20% du peso argentin depuis le début de l'année. La Banque centrale a du coup remonté ses taux d'intérêt à 40% pour éviter la fuite des capitaux étrangers. Et on se demande si ce qui se passe en Argentine ne préfigure pas une nouvelle crise de l'ensemble du monde émergent comme on en a connu en 2013. Alors, c'est vrai que la crise en Argentine aujourd'hui n'arrive pas au milieu de nulle part. Il y a globalement, dans beaucoup de pays émergents, une tension de leur devise, donc avec des dépréciations plus ou moins fortes en fonction des régions. Et cela est dû à la politique monétaire américaine, parce qu'il faut faire le lien tout de même. En tout cas, c'est ce que disent certains. Absolument. Certains disent que finalement, ça, c'est fondamentalement la Banque centrale américaine qui resserre donc ses conditions financières, qui monte ses taux d'intérêt, et que ça va avoir un effet de contagion sur les pays émergents. Alors, parce qu'ils ont leur dette en dollars. Absolument. Ce qui caractérise les pays émergents, bien souvent, c'est qu'ils ont une grande partie de leur dette, notamment internationale, qui est libellée en dollars. Et du coup, ils subissent également le resserrement américain, de la politique monétaire américaine, et ils la subissent indirectement. Parce que le coût de leur dette se renchérit. Absolument, parce que le coût de la dette, effectivement, augmente. Alors, toutes les régions dans les pays émergents ne sont pas logées à la même enseigne pour ce qui s'agit de la dette, et on prend évidemment la Chine, qui est un exemple d'une économie où l'essentiel de la dette est en yuan, il n'est pas une dette en dollars. Il y a une dette en dollars, mais de taille relativement limitée, surtout si on tient compte des réserves de change très importantes de la Chine. Donc tous les pays émergents ne sont pas logés à la même enseigne sur la dette. C'est un monde hétérogène aujourd'hui ? C'est un monde très hétérogène, et ça c'est une des choses sur lesquelles on insiste toujours beaucoup, c'est on ne peut pas penser les émergents comme un grand tout, où tout le monde subirait exactement la même chose de la même manière. Il est clair que les questions par exemple, de resserrement de la politique monétaire américaine ont peu d'impact sur la Chine, peu d'impact sur la Russie. Il y a bien d'autres problèmes avec les États-Unis, mais pas liés à la politique monétaire. En revanche, ça va avoir beaucoup plus d'impact sur des pays comme l'Indonésie, comme l'Amérique latine en général, et notamment l'Argentine ou la Turquie. Donc il y a des pays qui sont beaucoup plus sensibles à ces questions de politique monétaire. Mais vous écartez l'idée d'une généralisation, d'une contagion de la crise à l'ensemble du monde émergent. Absolument. Je crois que le cas argentin est assez particulier. Encore une fois, ils subissent effectivement un problème général, mais ils avaient une situation fragile dès le départ. Il faut bien comprendre que depuis donc l'élection du nouveau président, Macri en Argentine en 2015, le pays est dans un ajustement graduel. Donc le président a été élu sur un programme assez orthodoxe de réduction du déficit budgétaire et d'une politique monétaire orthodoxe avec donc un ciblage de l'inflation et un taux de change flexible. Et donc ce modèle d'ajustement graduel, ça a toujours été un pari assez risqué de la part du gouvernement argentin. Je crois qu'il n'y avait pas vraiment d'autres solutions, c'était la chose à faire, mais on sait que c'était risqué, puisqu'évidemment, en ouvrant les marchés de capitaux, le niveau de la dette en dollars dans l'économie argentine allait se mettre à augmenter assez fortement. Et ce qui a rendu fragile la situation. Et nerveux les investisseurs qui ont commencé à partir. Absolument. Et dès qu'ils ont commencé à partir, le niveau de résistance de la Banque centrale est très vite atteint. Donc ils peuvent supporter une partie de la dépréciation, et le peso argentin, comme vous le rappeliez, c'est déjà déprécié de 20% depuis le début de l'année, mais au bout d'un moment, quand ça devient beaucoup trop tendu, ils sont obligés de monter les taux d'intérêt, obligés d'essayer de défendre un petit peu leur devise. Alors, vous avez rappelé à juste titre que le monde émergent est aujourd'hui hétérogène. Vous avez mentionné certains des atouts, par exemple, de la Chine. Il faut qu'on comprenne bien que la crise de 2013 a été l'occasion d'un assainissement dans la plupart d'entre eux, d'ajustements majeurs. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'économistes de renom, comme Carmen Reinhardt ou d'autres, disent que c'est le début d'un grand ajustement dans les pays émergents. Mais nous, notre idée, c'est que cet ajustement a déjà eu lieu. L'ajustement dans les pays émergents, c'est la période 2011-2016. Il faut bien se souvenir que dans cette période-là, la croissance chinoise passe de 12% à 6%, déjà divisé par 2, ce qui est quand même assez important. On a la fin du super cycle des matières premières, une grande correction dans le cours des matières premières, et notamment du pétrole jusque le premier trimestre 2016. Et on a une dépréciation des devises émergentes très forte. Quand on prend un panier des 8 principales devises émergentes
typique que les investisseurs ont dans leur portefeuille, elle s'est ajustée entre 2013 et 2016 de plus de 24%. Donc il y a quand même des corrections qui ont déjà eu lieu. Alors à ce titre, vous nous avez amené un graphique, en effet, il était éloquent, hein, c'est celui de ce fameux panier de devises émergentes équipondéré versus le dollar américain. Et on voit bien qu'on a eu un très gros repli entre, donc vous le disiez, 2014-2016, c'est ça? Absolument, 2016 c'était le point bas de cette grand ajustement des émergents. Et il y a un certain nombre de pays qui ont connu quand même des passages extrêmement difficiles. J'ai dit 2014, je me trompe, c'est 2013-2016. Absolument, depuis en fait qu'il y a eu le premier virage de la politique monétaire américaine en 2013. Et des pays comme le Brésil ou la Russie ont connu des périodes de stagflation, donc avec des récessions plus une inflation qui accélère, très très désagréable, et un grand ajustement déjà de leur économie dans cette période-là. Donc l'ajustement, il a eu lieu, et on ne voit pas très bien pourquoi aujourd'hui on aurait une deuxième vague du même ajustement. Mais en même temps, Gustavo, quand je considère votre graphique, vous avez pointé le décrochage récent de 8% enregistré depuis le dernier point haut de ce panier de devises, décrochage de 8% qui a été extrêmement rapide. Donc, on peut comprendre que ceux qui envisagent une extension de cette crise de la dette émergente aient quelques hauts à porter à leur moulin. Bien sûr, c'est toujours impressionnant, 8% de dépréciation de la devise. Ce qui nous semble, il y a plusieurs choses qu'il faut bien comprendre sur la dépréciation des devises. Si je vous dis, Vincent, l'euro va se déprécier de 8%, vous allez me dire fantastique. Achetons les valeurs européennes, elles vont faire très bien, elles vont gagner plus d'argent puisqu'elles vont exporter plus dans le monde. Sauf si le pétrole s'apprécie en même temps que le dollar, ce qui est le cas en ce moment. Non, justement, l'euro se déprécie, le dollar s'apprécie, c'est un prix relatif. La baisse de l'euro, c'est quelque chose de positif pour l'économie européenne. Donc la question, c'est comment se fait-il qu'une dépréciation des devises émergentes soit négative, ou en tout cas ça perçue négativement pour ces économies-là. Une des principales raisons du fait que les dépréciations de change dans les émergents ont un impact récessionniste, c'est justement la dette en dollars. Donc c'est cette idée que les pays émergents, notamment les entreprises, sont massivement endettés en dollars. Et donc, puisqu'ils sont endettés en dollars, si leur devise se déprécie, la charge de la dette en dollars commence à augmenter. Mais ce que j'observe, c'est que entre 2013 et 2016, lorsqu'il y a eu ce grand ajustement des devises, il n'y a pas eu une très forte hausse du taux de défaut des entreprises émergentes. Même dans un pays comme la Turquie, où on sait que la livre turque s'est beaucoup dépréciée, il n'y a pas eu une forte hausse des taux de défaut. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des entreprises dans les pays émergents, ça fait de nombreuses années qu'ils vivent avec un flottement des devises, avec une très forte volatilité de leurs devises. Ils savent aujourd'hui, ils sont guéris, je crois, des grandes erreurs du passé, et donc aujourd'hui leur bilan est beaucoup plus solide. C'est également le cas des banques. On n'a observé aucune crise bancaire, malgré la forte dépréciation du taux de change dans ces années-là, aucune crise bancaire, ni au Brésil, ni en Turquie, ni en Russie. Mais vous conviendrez, Gustavo, que tout de même, la clé réside dans la politique monétaire américaine. Si la Fed accélère son durcissement monétaire et donne de sérieux tours de vis, ça va impacter le monde émergent et le monde de la dette émergente, beaucoup plus sensiblement qu'aujourd'hui encore. Absolument. Cette question de la Fed est bien sûr très importante, mais elle est importante dans la mesure où la Réserve fédérale américaine souhaiterait faire ralentir l'économie américaine et donc quelque part le monde. Et elle serait vraiment dans une logique de casser la croissance et de casser l'inflation aux États-Unis. Or, il ne nous semble pas que ce soit le parcours que va choisir la Réserve fédérale. Jusque-là, elle a été extrêmement graduelle et on peut comprendre ce gradualisme. N'oublions pas que le taux de chômage aux États-Unis est aujourd'hui inférieur à 4%. Et l'inflation à peine de 2%. Donc la plupart des mesures d'inflation tournent autour de 2% aux États-Unis. Alors la question c'est la suivante, si avec un taux de chômage inférieur à 4%, que beaucoup d'économistes considèrent comme déjà extrêmement bas, le plein emploi, vous arrivez à peine à faire 2% d'inflation, c'est-à-dire la cible de la Réserve fédérale, comment elle va faire pour maintenir en moyenne 2%? Il faut bien comprendre que pour faire 2% en moyenne, il va falloir passer une partie du temps au-dessus de la cible des 2% et une partie en dessous. Donc, si au plein emploi, vous arrivez à peine à 2%, ça c'est pas suffisant. On ne voit pas comment la Réserve fédérale... Donc, vous n'avez aucune incitation à remonter les taux fortement. Absolument. C'est ce que vous voulez dire. La Réserve fédérale n'est pas incitée à monter très violemment les taux d'intérêt, et on a du mal aujourd'hui à faire porter à la Fed la responsabilité d'un très fort ralentissement de la croissance américaine, de la croissance mondiale, qui effectivement impacterait le monde émergent beaucoup plus brutalement. Alors, on va être un peu technique. Il y a un point, quand on regarde les marchés de taux, c'est l'inversion de la courbe.
Donc, vous nous avez apporté un graphique. Alors, il faut peut-être rappeler le principe de l'inversion de la courbe. Absolument. Donc, ce que mesure ce graphique, simplement, c'est l'écart entre un taux long, ici, un 10 ans américain, et un taux court, à 1 an. Donc, l'inversion de la courbe, c'est quand le taux court devient supérieur Absolument. au taux long. Quand le taux court monte au-dessus du taux long, ou que le taux long baisse en dessous du taux court, généralement, il y a toujours eu une récession par la suite. Et on voit sur le graphique que toutes les récessions aux États-Unis ont été précédées d'une inversion de la courbe des taux d'intérêt. Donc la question, c'est est-ce que la Réserve fédérale veut se mettre dans cette configuration de monter ses taux suffisamment forts pour renverser la courbe des taux d'intérêt. Il y a un débat à l'heure actuelle au sein de la Réserve fédérale. Un certain nombre de membres du FOMC, comme James Bullard par exemple, disent très clairement « Nous ne voulons pas inverser la courbe des taux d'intérêt. Il n'y a aucune raison d'aller dans cette direction-là. » Et donc, ça nous rassure quand même sur le niveau d'agressivité qu'on peut attendre de la Réserve fédérale américaine. Aujourd'hui, ces niveaux d'écart entre les taux longs et les taux courts correspondent à peu de choses près à ce qu'on avait au milieu des années 90, et donc pas du tout une situation de récession imminente. On a entendu beaucoup de sociétés de gestion militer pour la dette émergente en début d'année. Est-ce que vous considérez que cette classe d'actifs, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, des turbulences qui l'assaillent, reste une classe d'actifs intéressante, sachant qu'il faut être discriminant en son sein, puisque, vous nous l'avez dit, tous les pays émergents ne sont pas logés à la même enseigne. Et puis, deuxième question, les marchés émergents, actions émergents ont pâti aussi de la situation. Est-ce que c'est une fenêtre de tir pour rentrer sur ces marchés? Alors, du côté de la dette émergente, il y a plusieurs choses à noter. Bon, la première chose, c'est qu'en termes de niveau de taux d'intérêt, notamment taux d'intérêt réel, en tenant compte de l'inflation, il n'y a guère que dans les émergents où on trouve encore aujourd'hui des marchés obligataires qui ont une certaine valeur dans la durée. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volatilité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des phases difficiles où il vaudrait mieux pas en avoir, et en ce moment il vaut mieux pas en avoir, clairement, mais dans la durée, c'est un des seuls marchés où il y a encore un peu de valeur. Et je rappelle simplement qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt réels au Brésil, par exemple, sont à peu près au même niveau que les taux d'intérêt réels français il y a 25 ans en arrière. D'accord, à un moment, donc autour des 6%. Donc, des niveaux de taux d'intérêt réels qui ouvraient en Europe et aussi aux États-Unis un énorme rallye obligataire qui a duré de nombreuses années, avec de la volatilité, des moments difficiles. Il y a eu 94, il y a eu des moments de volatilité. Mais c'était un cycle de désinflation. Mais profondément, c'est un grand cycle de désinflation. Mais c'est ce qu'on observe dans les émergents. Et c'est ce qu'on observe notamment au Brésil. Et en Russie aussi. Et en Russie, avec des niveaux d'inflation que ces pays n'ont pas connus depuis très très longtemps. Et pour certains, jamais. C'est la première fois qu'ils ont des niveaux d'inflation aussi bas. Et nous, notre idée, c'est que ces niveaux d'inflation, ils vont pas continuer à baisser. Ça m'étonnerait que l'inflation brésilienne converge vers l'inflation japonaise quand même. Mais c'est que... Ça serait peut-être pas souhaitable. Ça serait pas non plus souhaitable. Mais c'est que les anticipations d'inflation vont au fur et à mesure s'ajuster à ce niveau faible d'inflation. Ce qui bénéficie à la classe d'actifs obligataires. Ce qui est très positif pour la classe d'actifs obligataires. Après, ce qui aujourd'hui provoque beaucoup de volatilité, c'est le taux de change. Il est évident que lorsqu'on veut bénéficier des taux d'intérêt brésiliens, par exemple, locaux, on parle de la dette locale, on prend un risque de change. Et c'est le risque de change qui produit l'essentiel de la volatilité. Donc si on accepte cette volatilité, pour le moyen long terme, il faut s'exposer toujours, selon vous, à la dette émergente. Absolument, dans une perspective assez longue, ça reste une classe d'actifs intéressante. Très rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, Gustavo, à propos des marchés actions émergents qui, eux aussi, je l'ai dit, ont été affectés par les turbulences, les remous récents. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Est-ce que, justement, on a une fenêtre de tir, comme je le disais, une opportunité à saisir, là, ou pas? Moi, je pense qu'il y a toujours des opportunités à saisir et qu'on peut vraiment en bénéficier. Donc oui, aujourd'hui, dans les marchés émergents, notamment le marché actions, il y a des opportunités sur les grandes thématiques qui sont les thématiques qui nous intéressent toujours chez Dorval, qui sont le consommateur et la demande, notamment en Asie et en Chine, l'infrastructure dans un certain nombre de pays émergents, la bancarisation dans un certain nombre de pays, et d'ailleurs l'Argentine est un bon exemple, d'un secteur bancaire extrêmement petit et donc il y a devant lui un grand avenir de croissance une fois qu'ils auront réussi à régler leurs problèmes de court terme. Donc il y a des choses qui sont des histoires profondes qu'on retrouve dans les émergents et grâce entre guillemets à cette correction, on peut y investir à des cours beaucoup plus intéressants. Si vous deviez me donner vos préférences en termes géographiques, quels sont les pays que vous retiendriez aujourd'hui en allocation action émergente?
Alors il y a toujours des allocations, notamment en Chine, mais encore une fois des thématiques particulières. C'est pas forcément toute la Chine, mais des choses qui nous semblent intéressantes dans un certain nombre de secteurs. L'Inde aussi, où on voit une économie qui va probablement réaccélérer après les événements de la fin de l'année dernière. Et puis en Amérique latine, on continue à trouver de la valeur au Brésil et également sur le marché argentin. Je signalais les banques. Je crois que on a aujourd'hui des points d'entrée très intéressants sur un système bancaire qui est en pleine croissance. Gustavo, merci. Merci.